Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis à Genève et j'ai essayé de faire un vlog. Je vais vous montrer les meilleurs restos, les meilleures boîtes, tout ce qu'il y a. Ah, vous en foutez? Non, zappez pas, je viens de trouver un truc. Ouais, bon, bah, vous savez quoi? Je vais vous faire visiter un data center. Ça vous va, hein? Ok. Bah, dans ce cas-là, je vais vous montrer le data center d'Infomaniac qui n'est pas très loin d'ici. Tout ça, c'est maintenant et c'est parti, mon cookie. Cookie connecté. Les photos partagées sur Internet, les fichiers enregistrés sur du stockage en ligne, la musique et les vidéos en streaming, les sites web, etc. Tout ce qui est dit en ligne, sur Internet ou dans le cloud, eh bien, ces données sont en réalité hébergées sur des infrastructures informatiques empilées dans des bâtiments ultra sécurisés du data center, ou centre de données en français. Et dans cette vidéo, on va même voir un data center en vrai, celui d'Infomaniac. Alors, en effet, ça, ce sont des logements et pas un data center, parce que, première particularité, ce data center est souterrain. Et il est construit en sous-sol de la zone résidentielle qu'on a vue juste avant. Commençons par voir comment sont organisés les équipements informatiques à l'intérieur d'un data center. Ici, dans une salle serveur, vous voyez des serveurs empilés les uns sur les autres dans des racks, qui sont ces immenses étagères disposées en allées. Tout ça peut être de la puissance de calcul, de l'hébergement web, du stockage de données, de l'intelligence artificielle, etc. Et un data center consiste à connecter et à faire fonctionner ce matériel informatique dans des conditions optimales et de façon sécurisée. À pleine capacité, ce data center héberge 10 000 serveurs pour une surface en sous-sol de 1800 m². Il faut alimenter en énergie ces serveurs 24 h sur 24 de manière constante et fiable pour éviter toute interruption. Mais aussi évacuer de façon continue les calories, c'est-à-dire la chaleur créée par le fonctionnement de ces machines. Commençons par le chemin de l'énergie dans le data center. Voici le TGBT, qui est le point central de la distribution électrique. Il reçoit l'alimentation électrique principale, ici de transformateurs et d'une source d'énergie externe. En gros, il est équipé de disjoncteurs et de fusibles pour protéger les circuits et les serveurs contre les surtensions, les courts-circuits et les surcharges électriques. Comme je vous l'ai dit, le TGBT reçoit de l'alimentation électrique. Cependant, le TGBT ne la distribue pas directement au serveur. En effet, l'énergie est ensuite renvoyée sur les onduleurs, qu'on appelle aussi UPS, et les onduleurs, que vous pouvez voir ici, agissent eux comme des tampons de sécurité. Ils reçoivent le courant du TGBT, le nettoient en éliminant les variations de tension, comme les surtensions, les sous-tensions ou les micro-coupures, ce qui va permettre ensuite de fournir une alimentation stable et continue au serveur. Ensuite ici, on a dans une pièce à côté les batteries des onduleurs. Les batteries des onduleurs et les onduleurs sont installés dans deux pièces séparées pour limiter les dégâts en cas d'incendie. En effet, ces deux composants sont les plus susceptibles d'être à l'origine d'un départ de feu dans un data center. En tout cas, si on perd le courant du réseau, ce sont les batteries qui vont alimenter le data center pendant 10 minutes. Les onduleurs vont alors temporiser le temps que les groupes électrogènes prennent la relève. On parle d'une dizaine de secondes, le temps que les groupes électrogènes démarrent, prennent le relais et injectent du courant d'une qualité équivalente à l'arrivée électrique. Ensuite, ça va partir dans les salles serveurs. Vous l'avez compris, la gestion de l'énergie est un enjeu majeur pour le data center, puisque les équipements informatiques doivent être alimentés de manière constante et fiable pour éviter toute interruption. Maintenant qu'on sait comment se passe l'alimentation en énergie, voyons comment la chaleur est évacuée. Ici, ce que vous voyez, ce sont les faces avant des serveurs. On est dans ce qu'on appelle une allée froide. Ici, l'air est à 28 degrés. Et le refroidissement des serveurs est primordial, car la chaleur excessive pourrait endommager le matériel et provoquer des dysfonctionnements. L'air froid arrive par le sol, passe dans les serveurs et ressort de l'autre côté dans les allées chaudes. Chaque watt consommé par un serveur est transformé en chaleur. Pour les salles serveurs, la configuration classique consiste à isoler physiquement les allées. Entre les allées froides et chaudes, cela évite que l'air froid et l'air chaud ne se mélangent, éliminant ainsi les points chauds. Le serveur prend l'air froid par l'avant et rejette de l'air chaud par derrière. L'air chaud de 45 degrés est ici aspiré par une large ouverture au plafond pour partir être réutilisé et pas évacué comme habituellement dans les data centers. Est-ce que vous vous rappelez que ce data center est sous terre, juste en dessous de logements? Eh bien, ce data center d'Infomaniac va recycler la chaleur pour alimenter le réseau de chaleur du quartier au-dessus, mais aussi celui de Genève. On parle de 6000 logements chauffés grâce à ça. Maintenant, voyons comment.
Par ici, on va avoir l'air chaud des allées chaudes qui arrive au-dessus de l'échangeur air-eau que vous voyez ici et qui est en gros un ensemble de tuyaux en serpent contenant de l'eau dans cette caisse métallique. L'échangeur air-eau agit comme un intermédiaire. Il permet de transférer la chaleur de l'air du data center à un circuit d'eau. Tout ça sans que l'air et l'eau ne se mélangent directement. Puis les pompes à chaleur vont élever la température de l'eau collectée, la faisant passer de 45 à 67 degrés. La raison est que le réseau de chaleur de la ville de Genève est à environ 60 degrés. C'est pourquoi on a besoin de la pompe à chaleur, que vous pouvez voir ici, pour augmenter la température de l'eau avant de l'injecter dans le réseau de chauffage urbain. Maintenant, voyons comment s'opère le refroidissement des serveurs qui démarre aussi par la pompe à chaleur. En effet, lors de son action pour réchauffer l'eau qui part vers le réseau de chauffage urbain, la pompe à chaleur va produire du froid. En gros, dans une pompe à chaleur, on a le fluide frigorigène qui circule dans la pompe à chaleur. Il absorbe les calories ou la chaleur de l'air extérieur. En absorbant cette chaleur, le fluide se met à bouillir et s'évapore, se transformant en gaz qui refroidit l'air extérieur. Ce froid est une conséquence collatérale, souvent perçue comme un déchet, sauf que là, on va aussi récupérer ce froid. Et là, on va avoir le schéma inverse de ce qu'on a vu avant. L'eau va passer dans l'échangeur air-eau, ce qui va refroidir l'air, et cet air froid à 28 degrés va être utilisé pour refroidir à son tour les serveurs. Cette eau refroidie permet de réguler la température des serveurs, éliminant ainsi le besoin d'une climatisation traditionnelle. Ça fait beaucoup d'informations, mais on va prendre du recul pour mieux comprendre comment Infomaniac valorise ainsi 100% de sa consommation électrique. Les allées chaudes vont créer de l'air chaud, cet air chaud va être envoyé vers l'échangeur air-eau. Comme on l'a vu, on a un premier circuit d'eau qui va être chauffé avec l'air chaud qui arrive des allées chaudes, puis l'eau va être chauffée pour dépasser les 68 degrés. Cette eau va à son tour transférer sa chaleur à un autre circuit d'eau, celui du réseau de chauffage urbain. Du point de vue du réseau de chaleur, le data center devient l'équivalent d'une centrale de chauffage urbain. Ensuite, on a le circuit d'eau froide, qui est encore un autre circuit d'eau dans le data center. C'est un circuit d'eau qui est refroidi par le froid produit par la pompe à chaleur. Ensuite, le circuit d'eau froide entre la pompe à chaleur et l'échangeur air-eau va permettre de refroidir l'air à 28 degrés qui va servir à refroidir à son tour les serveurs. Et sachez que les circuits d'eau du data center dont on vient de parler, ce sont des circuits fermés, c'est-à-dire que ce sont les mêmes quantités d'eau qui circulent en continu en changeant juste de température. Enfin, en mode secours, il est possible d'avoir ce qu'on appelle du free cooling, c'est-à-dire un vent froid venu de l'extérieur. À noter qu'un data center est conçu avec une redondance à tous les niveaux pour garantir la continuité du service. Chaque composant critique a un jumeau prêt à prendre le relais, depuis les serveurs et les systèmes de stockage jusqu'à l'alimentation électrique et les systèmes de refroidissement. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et enfin, merci Infomaniac d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et en quelques mots, Infomaniac, c'est un hébergeur cloud suisse qui est très engagé sur les questions de la souveraineté numérique européenne et sur les questions de l'éco-responsabilité. Donc autant vous dire que je suis très fier de ce partenariat. Et si vous voulez en savoir plus sur Infomaniac, je vous mets des liens dans la description. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!